Mon père m'a violemment frappé dans les côtes, parce que j'avais acheté un jouet pour mon fils, au lieu de donner de l'argent à ma sœur. Il a hurlé, « Vous ne méritez même pas de respirer le même air qu'elle. » Puis, il m'a de nouveau frappé, alors que j'étais au sol. Ma mère a ajouté, « Comment oses-tu gaspiller de l'argent pour ce gamin ?» Ma sœur a souri avec mépris. « Tu aurais dû me le donner, comme c'était prévu. » Mon oncle a hoché la tête. Enfin, quelqu'un qui lui apprend le sens de la famille. Ma fille, traumatisée, pleurait dans un coin, en regardant son grand-père battre sa mère. Mon père a attrapé mes cheveux et m'a violemment cogné la tête contre le sol, en disant, « La prochaine fois, tu écouteras. » Ensuite, il a arraché le jouet des mains de ma fille et l'a jeté à la poubelle. Je me suis simplement relevé, lentement, le sang coulant sur mon visage, et j'ai commencé à orchestrer leur chute. Le linoléum était froid contre ma joue. Le sang s'accumulait sous mon nez, chaud et métallique. Les cris d'Emma résonnaient de quelque part derrière la table de la cuisine, là où elle s'était blottie dans le coin, serrant ses genoux. Tyler était figé près de la porte, la boîte de jouets vide encore dans ses petites mains, l'incompréhension se lisant sur son visage de 7 ans. La botte de mon père avait heurté mes côtes 2 fois. Le deuxième coup était venu après que j'étais déjà tombé, me recroquevillant instinctivement pour protéger mon ventre. Ses chaussures de ville étaient en cuir italien, chères, et polies jusqu'à un éclat de miroir. Ma sœur, Nathalie, les lui avait achetées pour son anniversaire le mois dernier, avec de l'argent qui, comme je l'ai découvert plus tard, provenait du compte commun que papa avait avec maman. Le même compte où mon fonds d'études universitaires avait mystérieusement disparu, quand Nathalie avait eu besoin de la caution pour son premier appartement. Vous ne méritez même pas de respirer le même air qu'elle. La voix de mon père rebondissait sur les murs de ma propre cuisine. Ma cuisine, dans ma maison, où je les avais invités pour le dîner du dimanche, parce que maman avait appelé en pleurant, se plaignant que la famille se déchirait. Maman se tenait près du réfrigérateur, les bras croisés sur son cardigan crème, les lèvres pincées dans cette expression que j'avais vue toute ma vie, chaque fois que je l'avais déçue. Comment oses-tu gaspiller de l'argent pour ce gamin ? Nathalie avait besoin de cet argent pour son équipement de salon. Le jouet avait coûté 32 $. Tyler me suppliait pour cette figurine d'action depuis 3 mois. Depuis qu'il l'avait vue à la fête d'un ami, il avait fait des corvées supplémentaires sans qu'on le lui demande, il avait révisé ses mots de vocabulaire tous les soirs, et il avait même aidé Emma à ranger sa chambre. La joie sur son visage, quand je l'avais surpris avec hier, valait chaque centime. Nathalie s'appuyait contre mon comptoir, examinant ses ongles manucurés avec un désintérêt étudié. Tu aurais dû me le donner, comme tu étais censé le faire. Je t'ai dit la semaine dernière que j'avais besoin de 300 $ pour les nouvelles chaises de coiffure. Elle n'avait pas demandé. Elle avait exigé, par un SMS arrivé alors que j'étais en réunion budgétaire au travail. Besoin de 300 $ avant vendredi. Chaises en promo. Pas de s'il te plaît. Aucune explication au-delà des chaises. Et certainement aucune reconnaissance du fait que j'avais mes propres factures, mes propres enfants, ma propre vie. Oncle Roger est apparu dans l'embrasure de la porte menant au salon, tenant toujours la bière que je lui avais servie 20 minutes plus tôt. Il a hoché la tête lentement, son cou épais formant des plis. Enfin, quelqu'un qui lui apprend le sens de la famille. Ta sœur a toujours été trop égoïste. L'ironie d'entendre Roger traiter quelqu'un d'égoïste aurait été risible, si ma vision n'était pas trouble. Si Emma n'était pas en train d'hyperventiler dans le coin. Si Tyler ne fixait pas son grand-père avec une expression qui nécessiterait probablement des années de thérapie pour être comprise. La main de mon père s'est emmêlée dans mes cheveux. Il a tiré vers le haut, et mon cuir chevelu a hurlé de protestation. Le sol s'est dérobé, puis est revenu brutalement, alors qu'il me fracassait le visage par terre. Quelque chose dans mon nez a craqué. Du sang frais a jailli, chaud et épais. La prochaine fois, tu écouteras. Les cris d'Emma se sont intensifiés. À travers une vision floue, j'ai regardé papa se diriger vers son coin. Elle a reculé en rampant, mais il n'y avait nulle part où aller. Il a tendu le bras au-delà d'elle et a attrapé la figurine que Tyler avait laissée sur la chaise, encore dans son emballage. Tyler avait voulu la garder intacte, l'avait soigneusement placée sur son étagère avant de descendre pour le dîner. Les doigts épais de mon père ont déchiré le carton et le plastique. Il s'est dirigé vers la poubelle et a enfoncé le jouet au fond des ordures, l'écrasant parmi les restes du dîner et les serviettes en papier usagées. Tyler a poussé un son semblable à celui d'un animal blessé. La pièce a basculé tandis que je me relevais.
Mes mains ont laissé des empreintes sanglantes sur le carrelage blanc. Chaque respiration était comme des couteaux entre mes côtes. Quelque chose était définitivement cassé ou fêlé. Mon visage pulsait au rythme de mon cœur, mais mon esprit était devenu parfaitement, cristallinement clair. Je me suis levé, lentement, délibérément. Le sang coulait le long de mon menton, gouttant sur mon chemisier. Celui que j'avais repassé avec soin ce matin, parce que maman faisait toujours des commentaires quand j'avais l'air négligé. Tout le monde me regardait, attendant des larmes, attendant probablement des excuses, attendant que je promette de m'améliorer, de faire passer Nathalie en premier, de me souvenir de ma place dans la hiérarchie familiale. J'ai souri à la place. Le sang sur mes dents le rendait grotesque, à en juger par la pâleur du visage de ma mère. Dehors. Ma voix est sortie stable, malgré le goût de cuivre qui inondait ma bouche. Qu'est-ce que tu as dit? Le visage de mon père a rougi, ce prélude familier à une autre explosion. Sortez de ma maison. Nathalie a ri, d'un rire sec et cruel. Oh, maintenant elle a du cran. Un peu tard pour ça, tu ne crois pas? J'ai sorti mon téléphone de ma poche. Mes mains étaient stables. Étrange, compte tenu de la situation. J'ai ouvert l'application de sécurité, Dieu merci pour le déverrouillage par reconnaissance faciale, et j'ai tourné l'écran vers eux. Vous voyez cette caméra? Celle qui est montée au-dessus des placards? Elle enregistre depuis que vous êtes arrivé. Chaque mot, chaque coup, tout. Les rires se sont tus. La couleur du visage de papa est passée du rouge au grisâtre. Oncle Roger a posé sa bière avec précaution, soudainement très intéressé par le sol. C'est illégal, la voix de maman a grimpé d'une octave. Tu ne peux pas enregistrer les gens sans leur permission. En fait, dans cet état, je le peux. C'est ma maison. Consentement unilatéral. Je suis la partie qui a consenti. J'ai vérifié ça il y a 6 mois, après le dernier dîner de famille, quand papa m'avait poussé contre le mur pour l'avoir contredit sur la politique. Alors voilà ce qui va se passer. Vous allez partir maintenant, et vous ne reviendrez jamais. Nathalie a levé les yeux au ciel. Oh, s'il te plaît. Tu as déjà fait des menaces en l'air. Si l'un de vous me contacte à nouveau, je porte plainte. Coups et blessures, mise en danger d'enfants pour avoir traumatisé mes enfants. La vidéo est déjà sauvegardée sur le cloud, et mon avocate en aura une copie dès demain matin. Ton avocate? C'est moqué papa. Tu n'as pas d'avocate. J'en ai consulté une il y a 2 semaines. Après que tu te sois pointé à mon bureau pour emprunter de l'argent dans mon sac à main pendant que j'étais en réunion, j'ai su que j'avais besoin de conseils juridiques. Demain, je l'engage officiellement, et cette vidéo sera la première preuve qu'elle déposera. Les images de sécurité de mon bureau ont aussi filmé ton vol, au fait. Mon patron était très préoccupé par le fait que des membres de la famille accèdent au bâtiment sous de faux prétextes. C'était arrivé. Papa avait embobiné la réceptionniste, prétendant qu'il m'apportait à déjeuner, puis il avait fouillé mon bureau pendant que j'étais en salle de conférence. Il avait pris 80 $ et ma carte de crédit d'urgence. J'avais signalé la carte comme volée, mais les 80 $ avaient tout simplement disparu. Voir son visage assimiler la réalité des preuves, des conséquences, d'une version de moi qu'il ne reconnaissait pas, a satisfait quelque chose de sombre et d'affamé dans ma poitrine. Espèce d'ingrate, a commencé maman. Sortez avant que j'appelle la police tout de suite et que je vous fasse arrêter. J'ai levé le téléphone, mon doigt planant au-dessus du 911. Ils sont partis. Les chaussures italiennes de papa ont grincé sur mon sol. Maman serrait son sac à main comme un bouclier. Le sourire narquois de Nathalie s'était enfin évaporé, remplacé par quelque chose qui aurait pu être une réelle inquiétude. Oncle Roger est sorti en traînant les pieds, sans croiser mon regard. La porte s'est refermée derrière eux. J'ai verrouillé le pêne dormant, la chaîne, j'ai vérifié que les deux étaient bien enclenchés. Puis je me suis laissé glisser le long de la porte jusqu'à être assise par terre, le téléphone toujours serré dans ma main ensanglantée. Emma a couru vers moi. Tyler a suivi. Ils se sont jetés sur moi, malgré la douleur dans mes côtes, et j'ai enroulé mes bras autour d'eux, les serrant pendant qu'ils pleuraient. Je suis désolé, ai-je murmuré dans les cheveux d'Emma. Je suis tellement désolé que vous ayez vu ça. Papy t'a fait mal, la voix de Tyler était petite, confuse. Pourquoi papy t'a fait mal? Comment explique-t-on la violence générationnelle à un enfant de 7 ans?
Comment décrit-on le fait d'être le bouc émissaire dans une famille qui a besoin de quelqu'un à blâmer, quelqu'un à voler, quelqu'un à rabaisser pour que tous les autres puissent se sentir supérieurs? Parce que je n'ai pas fait ce qu'ils voulaient. Mais ça n'arrivera plus jamais. Je me suis reculé, j'ai regardé leurs deux visages. Plus personne ne fera jamais de mal à maman devant vous. Plus personne ne vous fera jamais de mal. Nous sommes en sécurité maintenant. Emma a touché mon visage avec précaution, ses doigts revenant rouges. Tu saignes beaucoup. Je sais, mon bébé. On va à l'hôpital. Le médecin des urgences était une femme fatiguée d'une 50aine d'années, qui avait manifestement déjà été confrontée à la violence domestique. Elle a examiné mes côtes avec une efficacité douce, a radiographié mon visage et a nettoyé les coupures. 2 côtes fêlées, un nez cassé et une commotion cérébrale. Elle m'a offert le numéro d'un refuge pour femmes, des ressources contre la violence domestique, une assistante sociale. C'était mon père, ai-je expliqué, soudainement épuisé. Pas mon mari. Son expression n'a pas changé. Peu importe qui vous frappe. Les ressources sont les mêmes. Elle avait raison. J'ai pris tous les papiers, je les ai pliés soigneusement et je les ai ajoutés au dossier que je construisais dans ma tête. Preuves, documentation, justification. Kevin nous a rejoints à l'hôpital. Mon mari était en déplacement professionnel. Il ne devait pas rentrer avant mardi. Il est entré dans la salle d'examen, a jeté un coup d'œil à mon visage et est devenu blanc. Qui? Un seul mot, une voix basse, un ton dangereux. Ma famille, mais j'ai géré la situation. Gérer comment? Je lui ai tout raconté. La vidéo, l'avocate que j'avais engagée, le plan que je formulais depuis des mois. Depuis que papa m'avait giflé à Thanksgiving pour avoir servi de la dinde au lieu du jambon. Depuis que maman avait dit à Emma qu'elle devenait grosse et devait faire un régime à 9 ans. Depuis que Nathalie avait volé le collier de ma grand-mère dans ma boîte à bijoux et l'avait mis en gage, prétendant qu'elle avait plus besoin de l'argent que moi de babiole sentimentale. Kevin a écouté. Sa mâchoire se crispait à chaque détail, mais il n'a pas interrompu. Quand j'ai fini, il a hoché la tête une fois. De quoi as-tu besoin de ma part? Ramène les enfants à la maison. J'ai des appels à passer. L'avocate s'appelait Christine Walsh. Elle était spécialisée en droit de la famille et en ordonnances restrictives. Elle m'avait été chaudement recommandée par ma collègue qui avait échappé à un mariage violent. Je l'avais rencontrée une fois, juste pour discuter des options, à l'époque où je pensais que je surréagissais peut-être. Que c'était peut-être juste comme ça, les familles. Que je devais peut-être faire plus d'efforts pour maintenir la paix. Elle a répondu à la 2e sonnerie, bien qu'il soit près de minuit. Je lui avais envoyé un texto il y a 1 heure depuis le téléphone de Kevin. Ordre du médecin, pas d'écran pour moi, mais c'était trop important. Urgence. Cliente de la consultation d'il y a 2 semaines. J'ai une preuve vidéo d'agression. Mon père m'a attaqué chez moi. Racontez-moi tout. Je l'ai fait. Elle a écouté sans interrompre, a posé des questions précises sur la qualité de la vidéo, si leur visage était visible, si l'audio était clair. Oui à tout. La caméra que j'avais installée était haut de gamme, cachée dans un élément décoratif au-dessus des placards qui ressemblait à un porte-plante. Personne ne l'avait remarqué. Envoyez-moi la vidéo ce soir. Je l'examinerai et déposerai une demande d'ordonnance restrictive d'urgence dès lundi matin. Nous porterons également plainte si vous souhaitez aller dans cette voie. Je veux qu'ils subissent les conséquences. De vraies conséquences. Alors ils les subiront. Avec une preuve vidéo aussi claire, le procureur engagera probablement des poursuites. Votre père pourrait encourir une peine de prison sérieuse pour agression. Votre mère pour contribution à la délinquance d'un mineur, puisqu'elle a encouragé cela devant vos enfants. La terminologie juridique me submergeait. Je me suis accroché aux éléments importants, ordonnance restrictive, poursuite, conséquences. Des choses que ma famille n'avait jamais affrontées auparavant, parce que j'avais toujours cédé. Toujours présenté des excuses. Toujours essayé d'arranger les choses. Il y a autre chose, ai-je ajouté. Des abus financiers. Pendant des années. De l'argent volé, des prêts forcés que je ne pouvais pas refuser, mon fonds d'études qui a disparu. Pouvons-nous faire quelque chose à ce sujet? Possiblement. Avez-vous des documents? Je les collecte depuis 8 mois. Des relevés bancaires montrant les retraits.
Des SMS de Nathalie exigeant de l'argent. Des emails de maman expliquant pourquoi il devait encore m'emprunter de l'argent. Le testament de ma grand-mère qui me léguait clairement le collier que Nathalie avait mis en gage. J'avais le reçu du prêteur sur gage qu'elle avait négligemment laissé dans ma voiture après m'avoir demandé de la conduire quelque part. J'ai tout. La voix de Christine s'est réchauffée, avec ce qui aurait pu être de l'approbation. Alors nous allons les enterrer, juridiquement parlant. Le lundi matin est arrivé avec des messages vocaux. 17. Papa exigeant que je le rappelle immédiatement. Maman pleurant sur le fait que je déchirais la famille. Nathalie me traitant de nom d'oiseau que je ne répéterai pas, oncle Roger affirmant que papa s'était juste emporté. Que j'étais dramatique. La famille ne porte pas plainte contre la famille. Je les ai tous supprimés sans écouter plus de quelques secondes de chaque. Christine m'avait prévenu qu'ils essaieraient de me manipuler, de me faire culpabiliser, de me menacer. Elle avait eu raison. Les ordonnances restrictives ont été déposées à 10 heures. Les ordonnances d'urgence accordées à midi. Une audience était prévue pour la semaine suivante. Le rapport de police a été déposé simultanément. Une policière est venue chez moi pour recueillir ma déclaration et la preuve vidéo. L'agente Jennifer Madina a regardé les images sans expression. Quand la botte de papa a heurté mes côtes la deuxième fois, quelque chose a vacillé dans ses yeux. De la colère, peut-être. Elle avait vu pire, probablement, mais cela l'a clairement affectée. Votre père va être arrêté cet après-midi, a-t-elle dit en fermant son ordinateur portable. Votre mère ne fera probablement pas face à des accusations criminelles, à moins que le procureur ne soit très convaincu de l'angle de la mise en danger d'enfants, mais l'ordonnance restrictive la tiendra à l'écart de vous et de vos enfants. Et ma sœur? Elle ne vous a pas agressé physiquement, mais nous l'inclurons dans l'ordonnance restrictive. Elle a contribué à l'environnement hostile et a proféré des menaces. Le sourire narquois de Nathalie, sa cruauté désinvolte, la façon dont elle avait pris plaisir à regarder papa me faire du mal. Oui, elle méritait d'être incluse. Le soir, papa avait été arrêté. Sa photo d'identité judiciaire est apparue sur le site d'information locale. Notre ville était assez petite pour que les arrestations fassent la une des journaux, surtout lorsqu'il s'agissait d'un homme d'affaires supposément respectable accusé d'agression grave. La section des commentaires s'est remplie de messages de gens choqués, qui connaissaient mon père comme un bénévole à l'église, un sponsor de la Ligue de Baseball Junior, un membre éminent de la communauté. Personne ne savait ce qui se passait derrière les portes closes. Personne ne le sait jamais, jusqu'à ce que quelqu'un ouvre enfin ses portes et laisse entrer la lumière. L'audience préliminaire a eu lieu dans les 72 heures, comme l'exige la loi. L'avocat de papa était cher, beau parleur, le genre qui défend les gens riches des conséquences de leurs actes. Il a plaidé pour une caution faible, citant les liens de papa avec la communauté, ses obligations professionnelles, son absence de casier judiciaire. Diana Torres, la procureure chargée de l'affaire, a contre-argumenté avec la preuve vidéo, la gravité des blessures, la présence d'enfants mineurs lors de l'agression. Elle a soutenu que papa présentait un risque de fuite, compte tenu de la peine de prison potentielle à laquelle il faisait face. Le juge a regardé une partie de la vidéo. Son expression n'a jamais changé, mais quelque chose s'est durci autour de ses yeux. La caution a été fixée à 50,000 $, assez élevée pour être punitive, assez basse pour être techniquement réalisable. Papa n'a pas pu payer la caution immédiatement. Une caution de 50,000 $ nécessitait généralement soit le montant total en espèces, soit une caution d'un agent de cautionnement pour 10%, soit 5,000 $. Mais les liquidités de papa étaient minimes. Son argent était immobilisé dans les stocks de l'entreprise, l'équipement et les comptes clients. Maman a refusé de contracter un prêt sur la valeur nette de la maison, réalisant peut-être enfin la gravité de ce qu'il avait fait, ou peut-être protégeant simplement ses propres actifs en cas de divorce. Il a passé 5 jours en prison préventive avant que l'oncle Roger n'avance finalement les 5,000 $ pour la caution. Ces 5 jours ont changé quelque chose en lui, ont dit les gens plus tard. Il en est sorti l'air plus vieux, diminué. Tant mieux. La poursuite au civil a suivi. Christine a recommandé un collègue spécialisé dans les dommages financiers et les cas de détresse émotionnelle. Marcus Aldridge était un requin dans un costume cher, qui a souri quand je lui ai montré ma documentation. Votre famille vous a abusé financièrement pendant plus d'une décennie, a-t-il dit en étalant les papiers sur sa table de conférence. Sur la base de ces dossiers,
nous parlons d'environ 48,000 $ de fonds volés, de prêts forcés et de vol de biens. Les dommages pour détresse émotionnelle pourraient être considérablement plus élevés, surtout compte tenu de l'agression et du traumatisme de vos enfants. L'argent ne m'importe pas. J'avais dit ça avant de réaliser comment ça sonnait. Je veux dire, si, mais ce n'est pas le but. Le but est de leur faire comprendre qu'ils ne peuvent plus faire ça. Ni à moi, ni à personne. Marcus s'est adossé à son fauteuil en cuir. La meilleure vengeance est de bien vivre, dit-on. Mais la deuxième meilleure vengeance est de prendre tout ce qu'ils ont et de s'assurer que tout le monde sache pourquoi. La poursuite les nommait tous, papa, maman, Nathalie, et même oncle Roger, pour son rôle dans l'agression et son histoire de complicité dans les abus. Nous avons poursuivi pour le remboursement de tout l'argent volé avec intérêt, la valeur du collier mis en gage, la détresse émotionnelle, les frais de thérapie pour moi et les enfants, et les frais médicaux. Nathalie m'a appelé une semaine après avoir été assignée. Je n'ai pas répondu. Elle a laissé un message vocal que je n'aurais pas dû écouter, mais que j'ai écouté quand même. Tu nous poursuis vraiment en justice. Ta propre famille, pourquoi? Quelques dollars par-ci par-là. Tu es folle. Tu sais ce que ça va coûter à papa? Les frais juridiques seuls pourraient le ruiner. Et pourquoi? Parce qu'il t'a corrigé. Tu as toujours été trop dramatique. C'est pour ça que personne ne t'aime. C'est pour ça que tu n'as jamais été intégré. On essaie de t'inclure, d'essayer de t'aider à comprendre comment fonctionne une famille, mais tu es trop égoïste pour le voir. Tu es morte pour moi. Morte pour nous tous. J'espère que tu es heureuse. J'ai sauvegardé le message vocal. Je l'ai envoyé à Marcus. Il l'a ajouté au dossier de preuve. Le procès pénal a eu la priorité sur la poursuite civile. Papa a plaidé non coupable. Naturellement, son avocat a dépeint l'image d'un père inquiet, essayant de discipliner une fille hors de contrôle, un homme poussé à bout par le manque de respect et la défiance. Dans les semaines précédant le procès, le harcèlement s'est intensifié, malgré les ordonnances restrictives. Des émissaires, c'est comme ça que Christine les appelait. Des gens que ma famille envoyait pour faire leur sale boulot. Des cousins éloignés à qui je n'avais pas parlé depuis des années avaient soudainement mon numéro de téléphone. De vieux amis de la famille se sont présentés à mon lieu de travail, préoccupés par le malentendu qui déchirait la famille. Ma cousine au 2e degré, Angela, m'a coincé au supermarché, son chariot bloquant ma sortie du rayon des céréales. Ton père souffre. Tu sais qu'il a de l'hypertension. Le stress pourrait le tuer. J'ai contourné son chariot avec le mien sans répondre. Elle m'a suivi jusqu'au rayon des produits laitiers. Il a fait une erreur. Bien sûr, mais ne penses-tu pas que tu es extrême? Porteur plainte? Une ordonnance restrictive? C'est ton père. Il a changé tes couches, a payé tes appareils dentaires, t'a donné un toit. Le lait dans ma main était assez froid pour faire mal. Je me suis concentré sur cette sensation, pour me recentrer. Il m'a aussi frappé à plusieurs reprises et m'a cassé le nez devant mes enfants. Nous avons terminé ici. Mais la famille ne s'agresse pas, déplace ton chariot, ou j'appelle la sécurité. Elle l'a finalement fait, mais pas avant de s'assurer que tout le monde dans le rayon des produits laitiers entende ses commentaires bruyants sur les filles ingrates et sur le fait que les jeunes d'aujourd'hui ne comprennent ni le respect ni la loyauté. Kevin voulait la confronter. Je l'ai arrêtée. Elle n'en vaut pas la peine. Ils me dépeindront comme l'agresseur, quoi que je fasse. Les émissaires ont apparemment fait leur rapport, car maman a lancé une chaîne téléphonique. Des femmes de son club de lecture, de son groupe d'église, même mon ancienne chef de troupe de scouts, ont appelé avec des versions du même script. J'étais égoïste. Je ruinais la vie de papa pour un moment de colère. Les familles pardonnent. Quel genre d'exemple donnais-je à mes enfants en refusant la réconciliation? Madame Patterson, qui m'avait appris à faire des nœuds et à allumer des feux de camp il y a 25 ans, était particulièrement insistante. Ta mère est anéantie. Elle mange à peine. Elle a perdu 7 kilos à cause du stress. C'est ça que tu veux? Détruire tes parents? Madame Patterson, est-ce que ma mère vous a raconté ce qui s'est réellement passé? Une pause. Elle a dit qu'il y avait eu une dispute qui a mal tourné. Il m'a donné 2 coups de pied alors que j'étais au sol. Puis il a attrapé mes cheveux et m'a fracassé le visage contre le sol, assez fort pour me casser le nez. Ma fille a tout vu.
Elle fait encore des cauchemars. Une pause plus longue. Eh bien, je suis sûr qu'il y avait des circonstances. Il y a une vidéo. C'est une preuve dans un procès pénal. Voulez-vous que je vous envoie le lien de l'article de presse? Il inclut les détails de ces accusations. Elle a raccroché, n'a pas rappelé, mais d'autres l'ont fait. La chaîne téléphonique était vaste, apparemment. J'ai commencé à tout laisser aller sur la messagerie vocale, triant plus tard. La plupart des messages étaient une variation du même chantage à la culpabilité. Quelques-uns étaient plus menaçants. Oncle Roger a laissé un message particulièrement charmant, disant que je ferais mieux de retirer les plaintes ou les choses pourraient devenir difficiles pour moi. Celui-là est allé directement à l'agente Madina et à mon avocate. Roger a reçu une visite de la police pour intimidation de témoins. Les appels menaçants ont cessé après ça. Le travail est devenu compliqué aussi. L'associé de papa, un homme nommé Léonard Shaw que j'avais rencontré au pique-nique d'entreprise quand j'étais enfant, a obtenu d'une manière ou d'une autre la ligne directe de ma superviseure. Il a appelé en prétendant que je faisais de fausses accusations, que les charges étaient fabriquées, que j'avais des antécédents de mensonges et de toxicomanie. Tous des mensonges, bien sûr, mais des mensonges préjudiciables. Ma superviseure m'a convoqué pour une réunion, son expression soigneusement neutre. Je dois vous poser des questions sur certaines allégations, a-t-elle commencé. Mon estomac s'est noué. Quel genre d'allégations? Quelqu'un se présentant comme un ami de la famille dit que vous avez été impliqué dans la consommation de drogue et que les accusations d'agression contre votre père sont des représailles pour vous avoir confronté à ce sujet. L'audace était presque impressionnante. Je me soumets à des tests de dépistage de drogue tous les trimestres dans le cadre de mon habilitation de sécurité pour ce poste. Chaque test a été négatif. Voulez-vous que je demande un dépistage immédiat? Ses épaules se sont légèrement détendues. Ce ne sera pas nécessaire. Je lui ai dit que je n'y croyais pas, mais je devais demander. Pour mémoire, j'apprécie cela. J'ai hésité, puis j'ai décidé qu'elle méritait le contexte complet. Mon père fait face à des accusations d'agression grave parce qu'il m'a battu devant mes enfants. Il y a une preuve vidéo. Ses associés essaient de me discréditer avant le procès. Elle a hoché la tête lentement. Avez-vous besoin d'une sécurité supplémentaire? Je peux faire retirer votre nom de la liste de la réception. M'assurer que personne ne puisse vous joindre sans passer par moi d'abord. Le soulagement était immense. Avoir quelqu'un qui me croit, me soutient sans question ni condition. Cela aiderait. Merci. J'ai été à votre place. Des circonstances différentes, mais je comprends ce qu'il faut pour s'éloigner de sa famille. Vous faites ce qu'il faut. La préparation du procès a été épuisante. La procureure, une femme brillante nommée Diana Torres, m'a rencontré à plusieurs reprises pour passer en revue mon témoignage. Ce que papa avait dit, ce que maman avait dit, chaque détail de l'agression, comment Emma avait réagi, où Tyler se tenait. La défense va essayer de vous déstabiliser, a prévenu Diana. Ils sous-entendront que vous l'avez provoqué. Ils évoqueront toutes les disputes que vous avez eues avec vos parents, essaieront de vous dépeindre comme l'enfant à problème qui a poussé votre père à bout. Qu'ils essaient. J'ai été le bouc émissaire toute ma vie. Rien de ce qu'ils pourraient dire ne serait pire que la réalité que j'ai vécue. Ils poseront des questions sur votre mariage, si Kevin vous a déjà frappé, si vous projetez des abus sur votre père. Celle-là m'a piqué, car elle était si absurde. Kevin n'avait jamais levé la main sur moi. Il n'avait même jamais élevé la voix au-delà d'une frustration normale lors de disputes. Kevin n'a été que d'un grand soutien. Je sais, mais ils essaieront de brouiller les pistes de toutes les manières possibles. Restez calme, tenez-vous en au fait et souvenez-vous que le jury verra la vidéo. C'est la preuve la plus puissante que nous ayons. Les reports ont repoussé le procès de 4 mois par rapport à la date initiale. La stratégie de Whitmore était transparente. M'épuiser. Espérer que je m'effondre sous la pression prolongée, me rendre trop fatigué pour me battre. Chaque retard signifiait un mois de plus à regarder par-dessus mon épaule, un mois de plus où Emma demandait quand ce serait fini. Un mois de plus à exister dans des limbes juridiques. Le dossier de l'accusation était construit autour de cette vidéo de 6 minutes. Diana me l'a montré lors d'une de nos séances de préparation, me forçant à me regarder me faire battre. Mon détachement clinique s'est fissuré vers la 4e minute, lorsque les cris d'Emma ont atteint un crescendo. Je ne peux pas revoir ça au tribunal, ai-je admis en essuyant mes yeux.
Je ne peux pas rester assise là pendant que des étrangers regardent ma fille traverser ça. Vous n'aurez pas à le faire. Le juge autorisera la protection de l'identité d'Emma et de Tyler. Nous les désignerons comme enfants mineurs 1 et enfants mineurs 2. Leurs visages seront floutés dans la vidéo montrée au jury. Une petite miséricorde. Emma souffrait déjà d'anxiété à l'idée que des étrangers sachent ce qui s'était passé. La pensée que les parents de ses camarades de classe fassent partie d'un jury, regardant son traumatisme, m'avait empêché de dormir plusieurs nuits. L'avocat de papa, Charles Whitmore, était exactement ce à quoi je m'attendais. Cheveux argentés, costume cher, expressions étudiées d'inquiétude et de déception. Il a demandé des reports à 2 reprises, retardant le procès de 3 mois. Une stratégie délibérée, a expliqué Christine, espérant que je m'épuise, que je sois à court d'argent pour les frais juridiques, que j'abandonne. Mais c'était l'État qui poursuivait. Je n'avais pas à payer pour Diana ou le procès lui-même. Et je n'allais pas abandonner. La sélection du jury a duré 2 jours. Whitmore a rejeté toute personne qui avait des filles, toute personne travaillant dans les services sociaux, toute personne admettant avoir vécu de la violence familiale. Diana a rejeté toute personne qui excusait la discipline parentale, toute personne croyant que les enfants devaient une obéissance absolue à leurs parents, toute personne semblant sympathique aux approches de l'amour vache. Ils se sont retrouvés avec 12 personnes qui avaient l'air fatiguées et vaguement agacées de devoir être là. Parfait, a dit Diana. Les jurés agacés prêtent attention, parce qu'ils veulent en finir correctement. Les déclarations liminaires ont commencé un mardi. Whitmore a parlé le premier, sa voix douce comme un whisky vieilli. C'est une affaire de désaccord familial qui a malheureusement dégénéré. Gerald Henderson n'est pas un monstre. C'est un père qui a perdu son sang-froid dans une situation stressante. Oui, il aurait dû mieux gérer la situation. Oui, il regrette ses actes. Mais une agression grave ? C'est un excès de zèle du procureur pour un différend domestique qui aurait dû être réglé en famille. La déclaration de Diana était plus courte, plus tranchante. La défense veut vous faire croire que c'est un désaccord familial. Je vais vous montrer une vidéo d'un homme adulte battant sa fille alors qu'elle est au sol. Vous entendrez ses mots, verrez ses actions et serez témoin de la terreur de ses enfants. Ensuite, vous déciderez si c'est un désaccord ou un crime. J'ai témoigné le 3e jour. Marcher jusqu'à la barre des témoins était surréaliste, comme si je me regardais de loin. Le contre-interrogatoire de Whitmore a été exactement aussi brutal que Diana l'avait prédit. Madame, n'est-il pas vrai que vous avez eu une relation conflictuelle avec vos parents pendant des années ? Nous avons eu des désaccords, oui. Des disputes ? Des querelles ? Des désaccords verbaux ? Et n'est-il pas vrai qu'à plusieurs reprises, vous avez refusé d'aider financièrement votre sœur malgré ses besoins ? J'ai refusé de lui donner de l'argent quand je ne pouvais pas me le permettre. Oui. Mais vous pouviez vous permettre un jouet à $32 pour votre fils ? L'insinuation flottait dans l'air. Fille égoïste choisissant son fils plutôt que sa sœur en difficulté. Mes enfants passent en premier. Je suis leur mère. Même quand la famille a besoin d'aide. Quand votre sœur essaie de lancer une entreprise. Ma première responsabilité est envers mes enfants, pas de financer les projets de ma sœur adulte. Il a essayé de me faire paraître froide, calculatrice, ingrate. Il a posé des questions sur les prêts que mes parents m'avaient accordés au fil des ans, ignorant commodément que ces prêts avaient financé des événements familiaux qu'ils exigeaient que j'organise ou remplacer l'argent qu'ils avaient volé et que j'avais dû récupérer. Le réinterrogatoire de Diana fut bref. Avez-vous provoqué votre père pour qu'il vous frappe ce jour-là ? Non. L'avez-vous menacé ? Non. Avez-vous fait quoi que ce soit qui justifierait qu'il vous batte devant vos enfants ? Non. Le jury a regardé la vidéo. Ils ont vu un homme de 58 ans donner 2 coups de pied à sa fille alors qu'elle était à terre. Ils l'ont entendu la menacer. L'ont vu attraper ses cheveux et lui fracasser le visage contre le sol. Ils ont entendu sa fille de 9 ans crier dans le coin. Coupable. Agression grave. Condamné à 18 mois, avec possibilité de libération conditionnelle après 12 mois pour bonne conduite. Maman s'est effondrée dans la salle d'audience. Nathalie est sortie en trombe, hurlant à l'injustice. Oncle Roger est resté silencieux, comprenant peut-être enfin que les actions ont des conséquences. Papa m'a regardé alors qu'on l'emmenait. J'ai croisé son regard. Je n'ai pas souri. Je n'ai pas jubilé.
J'ai simplement soutenu son regard, fermement, comme je n'avais jamais pu le faire auparavant. La poursuite civile a progressé pendant que papa était en prison préventive, en attendant son transfert vers la prison d'État. Marcus Aldridge a déposé une plainte avec une précision chirurgicale. Chaque chef d'accusation était étayé par la documentation que j'avais passé des mois à rassembler. Chef d'accusation 1, vol et détournement de fonds totalisant 48,000 $ sur 12 ans. Chaque prêt forcé, chaque montant emprunté jamais remboursé. Chaque fois qu'ils avaient pillé mon sac à main ou mon compte en banque, j'avais des preuves de tout. Cela incluait les 80 $ et la carte de crédit que papa avait volée à mon bureau. Un vol simple ajouté à un schéma beaucoup plus large. Chef d'accusation 2, détournement de biens hérités. Le testament de ma grand-mère m'avait spécifiquement légué son collier d'opale, estimé à 3,2 $. Nathalie l'avait pris dans ma boîte à bijoux et l'avait mis en gage pour 800 $. J'avais le reçu du prêteur sur gage, le testament et le SMS de Nathalie se vantant de l'argent rapide qu'elle avait obtenu. Chef d'accusation 3, détresse émotionnelle et infliction intentionnelle de souffrance morale. Les années d'abus verbaux, de manipulation, de victimisation. Plus difficile à prouver, mais soutenu par des SMS, des messages vocaux et des témoignages d'amis qui en avaient été témoins. Chef d'accusation 4, coups et blessures. La condamnation pénale rendait celui-ci simple. Papa était légalement responsable de mes frais médicaux et de mes souffrances. Chef d'accusation 5, fraude et exploitation financière. La disparition de mon fonds d'études, 23,000 $ que mon grand-père avait mis en place, qui avait été mystérieusement transféré sur le compte de Nathalie l'année où elle a obtenu son diplôme. J'avais trouvé les registres du transfert en rassemblant la documentation. Papa avait été le gardien de ce compte. La déposition de Nathalie fut particulièrement satisfaisante. Marcus avait le don de poser des questions qui semblaient innocentes mais qui tendaient des pièges toutes les 3 phrases. Mademoiselle Henderson, combien de fois diriez-vous que votre sœur vous a donné de l'argent au cours de la dernière décennie? Nathalie s'est agitée sur sa chaise, jetant un coup d'œil à son avocat. Je ne sais pas. Quelquefois. Plus de 10? Peut-être plus de 20? Je n'ai pas compté. Marcus a fait glisser un document sur la table. Relevé bancaire, SMS, transaction Venmo. Je compte 37 occasions distinctes où votre sœur vous a transféré de l'argent. Des montants allant de 50 à 1,5 $. Un total de 23 640 $. Vous a-t-elle donné cet argent volontairement? C'est ma sœur. La famille s'entraide. L'avez-vous déjà remboursé? Silence. Mademoiselle Henderson, avez-vous déjà remboursé une partie de l'argent que votre sœur vous a donné? J'allais le faire quand mon entreprise décollerait. Mais vous ne l'avez jamais fait? Pas encore. Non. Considériez-vous cela comme des cadeaux ou des prêts? Le piège s'est refermé. Si elle disait cadeaux, elle ne pouvait pas prétendre qu'elle avait l'intention de les rembourser. Si elle disait prêts, elle admettait avoir manqué à une dette substantielle. Des cadeaux, dit-elle finalement. Des cadeaux de famille. Je vois. Et lorsque votre père a agressé votre sœur, vous étiez présente dans la pièce? Il ne l'a pas agressée. Il la disciplinait. Mademoiselle Henderson, votre père a été reconnu coupable d'agression grave. C'est un fait juridique. Étiez-vous présente lorsqu'il a donné 2 coups de pied à votre sœur et lui a fracassé la tête contre le sol? Son avocat a objecté, mais le mal était fait. Marcus avait établi sa présence et son approbation de la violence à mon égard. La déposition de maman fut pire pour eux. Elle a pleuré pendant la majeure partie, prétendant ne pas se souvenir des détails, insistant sur le fait qu'elle voulait seulement garder la famille unie. Marcus était implacable mais professionnellement courtois, la guidant à travers des années de complicité avec le comportement de papa, ses propres abus verbaux, son habitude de choisir Nathalie plutôt que moi dans chaque conflit. Madame Henderson, lorsque votre fille a été hospitalisée avec un nez cassé et des côtes fêlées, lui avez-vous rendu visite? Je ne me souviens pas, vous ne vous souvenez pas si vous avez rendu visite à votre fille à l'hôpital après que votre mari l'Y est envoyé. C'était une période confuse. Les registres de l'hôpital ne montrent aucun visiteur sous votre nom. Les dossiers médicaux de votre fille indiquent qu'elle a désigné son mari comme contact d'urgence, pas vous. Pourquoi cela? Maman s'est tamponné les yeux avec un mouchoir. Elle a toujours été indépendante. Elle ne voulait pas de mon aide.
Ou peut-être qu'elle ne vous faisait pas confiance pour l'aider. Les transcriptions des dépositions sont devenues une partie du dossier civil. Marcus les a utilisées pour construire un récit d'abus systématiques, d'exploitation financière et d'une absence totale de remords de la part de ma famille. Oncle Roger a tenté d'éviter complètement sa déposition. Il a invoqué des obligations professionnelles, des problèmes de santé, des engagements antérieurs. Marcus a obtenu une ordonnance du tribunal l'obligeant à comparaître. Roger s'est présenté avec 40 minutes de retard, visiblement ivre et hostile. Tout ça, c'est, a-t-il annoncé avant que quiconque ne pose une question. Les affaires de famille devraient rester en famille. Cette fille est en train de déchirer 3 générations pour une histoire de rien du tout. Son avocat semblait prêt à se cacher sous la table. Marcus a juste souri et a commencé à enregistrer. Au moment où Roger est parti 2 heures plus tard, il avait admis avoir vu papa me frapper au moins 5 fois auparavant, confirmé qu'il n'était jamais intervenu et déclaré explicitement qu'il pensait que je méritais d'être discipliné parce que j'étais irrespectueuse et égoïste. Parfait, a dit Marcus après que Roger soit sorti en titubant. Il vient de nous donner la preuve d'un schéma d'abus et de témoins consentants qui n'ont rien fait pour l'arrêter. Les négociations de règlement ont commencé 3 semaines avant la date prévue du procès civil. L'avocat de papa, un autre que Whitmore, quelqu'un spécialisé dans les litiges civils, a fait la première offre, 20,000 $. Marcus a ri. Il a vraiment ri. Contre-offre, 250,000 $, plus des excuses enregistrées admettant les abus. Mes clients ne s'excuseront pour rien. Alors nous les verrons au tribunal. Avec une condamnation pénale, les transcriptions des dépositions et 12 ans d'abus financiers documentés, je suis convaincu qu'un jury accordera bien plus que ce que je demande. L'avocat a pâli. Il savait que Marcus avait raison. Les jurys civils de notre comté avaient tendance à se ranger massivement du côté des victimes d'abus, surtout lorsque des enfants étaient impliqués. Deuxième offre, 45,000. Pas d'excuses. Marcus, 2,000. Retirez les excuses de la table, puisque vos clients manquent manifestement de l'intégrité nécessaire pour cela. Troisième offre, 60,000. Marcus, nous avons fini de négocier. Rendez-vous au tribunal. Il est sorti de la médiation. Je l'ai suivi, faisant confiance à sa stratégie. Même si 60,000 $, c'était plus d'argent que je n'en avais jamais vu d'un coup. Ils reviendront, m'a-t-il assuré sur le parking. Ils ne peuvent pas risquer un procès devant un jury. La publicité seule détruirait ce qui reste de la réputation de votre père. Et les 5,000 $ de Roger pour la caution? Il ne mettra pas d'argent réel pour un long procès. Leur système de soutien est en train de se fissurer. Il avait raison. L'offre finale est arrivée le lendemain. 75,000 $ payés en totalité dans les 30 jours. Toutes les parties devaient signer des accords de non-divulgation interdisant de discuter de l'affaire ou des termes du règlement. Pas d'accord de non-divulgation, ai-je dit à Marcus. Je ne serai pas réduite au silence sur ce qu'ils ont fait. Il a négocié cela. Il voulait désespérément l'accord de non-divulgation. Maman surtout. Elle avait été ostracisée de ses cercles sociaux, de son club de lecture, même de son groupe d'église. Les femmes qui avaient été ses amies pendant des décennies ne répondaient plus à ses appels une fois que les détails de l'agression étaient devenus publics. Un accord de non-divulgation lui permettrait de prétendre que tout avait été exagéré, que nous nous étions arrangés discrètement parce que j'avais été déraisonnable. Sans cela, la vérité resterait un fait public. Marcus a tenu bon. Soit il abandonnait l'exigence de l'accord, soit nous allions à un procès où des détails encore plus humiliants émergeraient lors des témoignages. Ils l'ont abandonné. Le règlement a été finalisé un jeudi après-midi, dans une salle de conférence qui sentait le café rassis et le désespoir. Papa était représenté par son avocat. Il était toujours en prison. Maman était assise, rigide sur sa chaise, refusant de me regarder. Nathalie m'a fusillé du regard tout le temps. J'ai signé les papiers d'une main ferme. 75,000 $ payés dans les 30 jours. Ils avaient dû liquider presque tout pour y arriver. L'entreprise de papa était vendue à son ancien associé, Léonard Shaw, pour une fraction de sa valeur. Maman avait finalement accepté un prêt sur la valeur nette de la maison, et Nathalie avait apparemment emprunté sur plusieurs cartes de crédit. Le désespoir d'éviter un procès, d'éviter d'autres témoignages publics,
leur avait coûté cher. Ce n'est pas fini, a sifflé Nathalie alors que nous nous levions pour partir. Tu penses avoir gagné, mais tu t'es juste fait des ennemis pour la vie. J'ai eu des ennemis toute ma vie, ai-je répondu calmement. Ils étaient juste déguisés en famille. Au moins maintenant, je connais la vérité. L'argent est arrivé sur mon compte 28 jours plus tard, 2 jours avant la date limite. Les 75,000 d'un coup. La première chose que j'ai faite a été de rembourser notre prêt hypothécaire, 38,000 $. La liberté de posséder notre maison, de savoir que ma famille ne pouvait pas utiliser l'insécurité du logement contre moi, valait plus que n'importe quelle somme d'argent. Le deuxième paiement est allé aux factures de thérapie que j'avais accumulées pour moi et les enfants, près de 12,000 $ pour un traitement intensif, une thérapie cognitivo-comportementale axée sur le traumatisme et des séances de conseil familial. La troisième partie est allée dans des fonds d'études pour Emma et Tyler, 15,000 $ répartis entre eux. De l'argent qu'ils pourraient réellement utiliser, contrairement au fonds que mon grand-père avait créé pour moi. Le reste a payé mes frais de scolarité pour que je puisse enfin terminer mon diplôme, celui que j'avais abandonné quand la famille avait eu besoin que je travaille et que je contribue financièrement à l'éducation de Nathalie. Je me suis inscrite pour le semestre de printemps, 10 ans après m'être assise pour la dernière fois dans une salle de classe. Le salon de Nathalie a fait faillite 6 mois plus tard. Sans injection régulière d'argent de ma part, sans le soutien de papa et maman maintenant que leurs propres finances étaient en ruine, elle ne pouvait pas payer le loyer. Le prêt commercial qu'elle avait contracté, celui pour lequel elle m'avait pressé de me porter co-signataire pendant des années, ce que j'avais finalement refusé, est arrivé à échéance. Elle avait fait des paiements minimums, se maintenant à peine à flot. Les chaises de coiffure pour lesquelles elle avait eu besoin de mon argent ont été saisies, ainsi que la plupart de son équipement. Elle a emménagé de nouveau avec maman, qui avait été forcée de vendre la maison pour payer le règlement et vivait maintenant dans un appartement de 2 chambres de l'autre côté de la ville. La maison où j'ai grandi, où papa avait bâti sa réputation d'homme de famille et de pilier de la communauté, s'est vendue en dessous de la valeur du marché. Les acheteurs étaient rares une fois que la rumeur s'est répandue sur ce qui s'y était passé. Oncle Roger a cessé de prendre les appels de papa après le règlement. Une famille de beau temps, je suppose. Il n'aimait encourager les abus que lorsque cela ne lui coûtait rien. La vie a continué. Emma a commencé une thérapie et a lentement recommencé à dormir toute la nuit sans cauchemar. Tyler a arrêté de sursauter quand les hommes élevaient la voix. Kevin et moi avons renouvelé nos vœux lors d'une petite cérémonie avec seulement nos amis, la famille que nous avions choisie plutôt que celle dans laquelle nous étions nés. J'ai eu une promotion au travail. Il s'avère que lorsque vous n'êtes pas constamment stressé à gérer des membres de la famille abusifs, à répondre à des appels exigeant de l'argent, ou à vous remettre de la dernière confrontation dramatique, vous avez réellement l'énergie de vous concentrer sur votre carrière. Ma patronne a mentionné, vous semblez différente ces derniers temps. Plus confiante, plus présente. J'ai fixé des limites, lui ai-je dit. Cela a fait une différence. L'euphémisme du siècle, probablement. Papa a été libéré après 13 mois. J'ai appris cela par des rumeurs, un ancien ami de la famille qui pensait que je devais savoir. Il vivait avec maman dans son appartement, travaillant à temps partiel dans un entrepôt parce que son entreprise avait fait faillite. La condamnation pour crime grave signifiait que la plupart des opportunités professionnelles lui étaient fermées. Il ne m'a jamais contacté. L'ordonnance restrictive était maintenant permanente, et je pense qu'il a finalement appris que je pensais ce que je disais. Ou peut-être qu'il ne voulait tout simplement pas risquer de retourner en prison. Quoi qu'il en soit, le silence était un bonheur. Nathalie a essayé de me contacter une fois, 2 ans après tout ça. Une lettre, pas un appel ou un email. Cela aurait violé l'ordonnance restrictive, et elle était enfin assez intelligente pour être prudente. La lettre était pleine de demi-excuses et de justifications. Je n'aurais jamais pensé que ça irait aussi loin. Je n'ai jamais voulu que papa aille en prison. Je le soutenais juste, parce que c'est ce que font les familles. Peut-être que nous avons toutes les deux fait des erreurs. Peut-être que nous pourrions essayer de réparer cette relation si tu es prête à pardonner. J'ai brûlé la lettre dans la cheminée. Kevin a regardé sans commenter, puis m'a tendu un verre de vin. Ça va mieux, a-t-il demandé. J'y arrive. Certaines personnes pourraient dire que je suis allé trop loin. Que la famille mérite plus de chance, plus de grâce, plus de pardon. Ces personnes n'ont pas reçu de coups de pied dans les côtes de la part de leur père pendant que leurs enfants regardaient.
Ces personnes n'ont pas passé des décennies à être le punching ball émotionnel et financier de gens qui étaient censés les aimer et les protéger. Je ne regrette pas les poursuites, les plaintes, les ordonnances restrictives. Je ne regrette pas d'avoir utilisé tous les avantages juridiques que j'avais. Ils m'ont fait du mal pendant des années, m'ont volé, m'ont utilisé, et ont finalement escaladé jusqu'à la violence physique devant mes bébés. La chute que je m'étais promise cette nuit-là, en me relevant lentement, le sang coulant sur mon visage. Je l'ai livré, méthodiquement, légalement, complètement. Emma demande parfois si elle reverra un jour ses grands-parents. Je lui dis la vérité. Probablement pas, elle semble plus soulagée que triste. Tyler se souvient à peine d'eux maintenant, ce qui est peut-être pour le mieux. Nous avons construit une nouvelle vie, plus légère, plus calme, remplie de gens qui nous traitent avec respect et gentillesse. Les dîners de famille ont lieu avec les parents de Kevin, qui sont horrifiés par ce que ma famille a fait et se donnent beaucoup de mal pour montrer à mes enfants ce qu'est un rôle de grand-parent sain. Parfois, je fais encore des cauchemars à propos de ce jour-là. L'impact de la botte de papa. Le son de mon nez qui se brise. Les cris d'Emma. Mais ils sont moins fréquents maintenant, s'estompant comme de vieilles cicatrices. J'ai acheté une nouvelle figurine à Tyler la semaine dernière. La même que papa a jetée à la poubelle, bien que nous ayons dû la commander en ligne car elle n'est plus en magasin. Tyler l'a regardée un long moment, puis l'a soigneusement retirée de l'emballage. « Je peux jouer avec ?» a-t-il demandé. « Bien sûr. C'est à ça que servent les jouets. » Il a souri. Un vrai sourire, du genre qui atteint les yeux, et a commencé à inventer des histoires élaborées de batailles spatiales et de sauvetages héroïques. Emma l'a rejoint, ajoutant ses propres personnages au récit. Je les regardais jouer, ces petits êtres résilients qui avaient été témoins de quelque chose qu'aucun enfant ne devrait voir et qui, d'une manière ou d'une autre, retrouvaient le chemin de la joie et de la sécurité. Kevin s'est assis à côté de moi, sa main trouvant la mienne. « Tu as bien fait, » a-t-il dit doucement, « de t'éloigner, de les protéger, d'aller jusqu'au bout. Beaucoup de gens n'auraient pas pu le faire. Peut-être qu'il avait raison. Ou peut-être que j'avais juste atteint le point où la douleur de rester était pire que la douleur de partir. Ou protéger mes enfants comptait plus que de maintenir une façade d'unité familiale. Quoi qu'il en soit, j'étais libre. Ils étaient libres. Et si cela faisait de moi la méchante dans l'histoire de ma famille, la fille ingrate, la sœur vengeresse, la destructrice de la paix familiale, alors je porterais cette étiquette avec fierté. Mieux vaut être la méchante dans l'histoire de quelqu'un d'autre, que la victime dans la sienne.